Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouvel épisode du programme direct et les dernières actualités et les derniers développements dans la région, surtout la situation actuelle et la crise de la guerre contre l'Iran, et les frappes américaines et israéliennes contre les sites iraniens ainsi que le conflit qui s'étend dans la région. Et on continue, on commence notre épisode avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a exprimé sa grande préoccupation à cause de l'escalade militaire secouant la région de la poursuite de la guerre en Iran. Le président a également exprimé son inquiétude face aux graves répercussions de la guerre, notamment la hausse des prix de l'énergie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et du transport aérien et maritime, tant pour l'Égypte que pour la région et le monde entier. Le président El-Sisi a également condamné les attaques iraniennes contre les pays arabes au moment où les pays du Golfe et les autres parties régionales s'efforcent pour désamorcer la crise et trouver une solution diplomatique au dossier du nucléaire iranien. Il a aussi mis en garde contre le risque de l'extension du conflit et l'enlisement de la région dans le chaos. Au cours de l'entretien, les deux chefs d'État ont abordé le dernier développement de la situation dans la bande de Gaza. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en vigueur toutes les phases de l'accord du cessez-le-feu et de garantir l'entrée des aides humanitaires sans entrave et en grande quantité. Sisi et Macron se sont également accordés sur l'importance de lancer le processus de la reconstruction de Gaza. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué la situation au Liban, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts, en particulier entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis et la France, afin de prévenir une escalade globale. Et pour un autre sujet, on félicite aussi le jour des martyrs aujourd'hui. Le directeur de l'association des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de division Ahmad Hassan, a affirmé que la commémoration par les forces armées de la journée des martyrs incarne les plus hautes valeurs de sacrifice et de patriotisme sincère. الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont condamné aujourd'hui les attaques iraniennes contre la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Arabie saoudite, l'Oman, le Qatar, le Koweït et l'Irak. Les ministres arabes ont considéré ces attaques comme une grave violation de la souveraineté de ces pays et une atteinte à la sécurité et la paix dans la région. Ils ont également condamné les attaques menées par l'Iran contre les infrastructures civiles, notamment les aéroports, les ports et les installations énergétiques. Les ministres ont affirmé leur soutien indéfectible à la sécurité, à la souveraineté et à l'indépendance des États arabes visés et ont approuvé toutes les mesures nécessaires pour défendre leur sécurité et leur stabilité, y compris la possibilité de riposter à ces attaques. Pour sa part, le secrétaire de la Ligue arabe Ahmad Aboulghit a qualifié d'irresponsables les attaques iraniennes contre les pays arabes, appelant l'Iran à corriger cette énorme faute stratégique. Et avec nous en ligne, c'est l'ambassadeur Mortaz Ahmadine qui va nous parler de la situation actuelle et la crise dans la région. Bonsoir, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, comment allez-vous? Merci pour m'avoir appelé. Merci bien d'être avec nous. Et alors, comment évaluez-vous la situation actuelle avec les frappes iraniennes et aussi les frappes américaines dans la région? Alors, la situation est très volatile, comme tout le monde le voit, mais il faut bien sûr se rappeler que ce n'est pas l'Iran qui a commencé tout ça, c'est bien sûr Israël et les États-Unis qui ont suivi. Parce qu'à mon avis,
Cette guerre, elle a deux raisons essentielles. La première raison pour les États-Unis était peut-être l'Amérique d'abord, les États-Unis d'abord, mais dans ce cas-là, ce serait une frappe limitée pour peut-être décapiter le régime, comme ça s'est passé au Venezuela et comme ça s'est passé en Iran, et s'arrêter là, pour prouver que les États-Unis sont toujours la puissance mondiale et pour dissuader les compétiteurs des Nations Unies comme la Russie et la Chine d'essayer de chercher à accélérer la détérioration de la domination américaine. Mais là, le président Trump a suivi Israël, qui pour elle, la question n'est pas une seule frappe simple, mais plutôt détruire l'Iran, l'infrastructure civile et militaire, et aussi, pourquoi pas, diviser l'Iran, comme est apparu par les plans préparés par le Mossad pour avoir une incursion, une rébellion kurde qui pourrait être comme le début d'une insurrection plus grande pour changer le régime totalement. Là, le président Trump, qui n'a pas la vision stratégique, a suivi aveuglément l'Iran. Il avait seulement l'objectif de réassurer les Américains et l'Amérique qu'ils sont toujours dominants dans le système international en visant des pays qui ont déjà été affaiblis comme le Venezuela, comme l'Iran, comme demain le Cuba bien sûr. Et bien sûr, prenant compte de ne pas antagoniser ni la Russie ni la Chine, parce que eux, s'ils répondent, ça va lui faire du mal. Alors là, l'Iran a répondu, bien sûr, et il se trouve dans une guerre qui va durer longtemps, mais il faut aussi prendre compte que Israël n'a pas de problème pour une guerre qui dure longtemps, surtout qu'elle ne paye pas beaucoup. Hier ou avant-hier, les États-Unis ont approuvé des armes qui coûtent, je crois, 151 milliards de dollars pour Israël, sans aucun problème. D'autre part, les pays européens aussi participent à la défense d'Israël. Pourtant, ils prétendent qu'ils ne participent pas dans la guerre, mais ils participent dans la défense d'Israël, qui est une participation, bien sûr, dans la guerre. Et alors, et aussi, Israël, elle exporte du gaz naturel. Alors, quand les prix haussent, ça va bénéficier à Israël. Aussi, les États-Unis, il y a deux facteurs contradictoires. Parce que si le prix de l'essence hausse dans les États-Unis, ça va affecter la popularité du président. Mais en même temps, s'il y a une forte hausse du prix du pétrole au marché international, cela va bénéficier aux compagnies qui appuient le président Trump. Vous savez bien sûr qu'il a entré ses élections avec le motto « Drill, baby drill », percer, mes amis, percer, pour chercher le pétrole qui est coûteux et qui n'est pas comme les ressources pétrolières normales qui viennent des rochers, le pétrole minéral plutôt. Alors là, si le prix s'accroît dans les marchés internationaux, ces compagnies vont bénéficier et vont pouvoir produire plus de pétrole et même l'exporter à ces prix élevés. Alors là, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs contradictoires, il y a du brouillard partout, et les États-Unis qui ont commencé par l'Amérique d'abord, maintenant elles suivent Israël avant tout. Mais c'est le problème, jusqu'à quel niveau que va être le soutien des États-Unis à Israël dans cette guerre. Elles vont arriver jusqu'à quand? Je crois jusqu'au bout. Maintenant, le président... Malgré les problèmes qui peuvent se poser aux États-Unis, au président américain, Donald Trump même au niveau dans son pays. Mais justement, le problème, c'est pour les élections qui seront en novembre. D'ici à novembre, le président Trump, qui n'a pas une vision stratégique, croit que la guerre va terminer tout de suite et que s'il y a une hausse dans les prix du pétrole, ça ne va pas durer. Mais bien sûr, cela revient à son inexpérience dans les affaires politiques et surtout la politique internationale, et surtout que lui, il définit tout par le monde des affaires, dans lequel il n'était pas très succès. Il n'avait pas beaucoup de succès, justement. Il avait
mais il travaille dans la politique et la politique étrangère comme s'il travaillait dans les affaires. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. On a vu maintenant la pagaille qui est dans la région. Bien sûr, ça risque de s'étendre plus avec la question des Kurdes. Avant-hier, il disait qu'il a encouragé les Kurdes pour entrer dans l'Iran. Hier, il a dit que non, il ne les encourage pas. Retiré, oui. Bien sûr, il a commencé par dire que ça ne va pas durer plus que 4 à 5 semaines. Maintenant, il dit que ce n'est pas limité. Et bien sûr, c'est toujours la priorité d'Israël et non pas de ses alliés arabes qui lui payent beaucoup d'argent. Parce que, par exemple, quand il y avait un épuisement des munitions, personne n'a demandé à Israël d'essayer de choisir ses cibles. Mais ils ont demandé à un pays arabe qu'ils n'ont pas nommé, qui souffre d'un épuisement des munitions, de tenter à ne pas tirer sur tout ce qui arrive, mais essayer de choisir sur quoi tirer. Sous-ambassadeur Moataz Ahmadine, vous êtes ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Merci bien pour votre intervention avec nous. Et mesdames et messieurs, on continue. Merci pour l'ambassadeur Moataz Ahmadine. On continue avec les fluctuations du marché énergétique mondial et la hausse des prix du pétrole ces dernières années. De nombreux pays se tournent de plus en plus vers les sources d'énergie alternatives. Cette transition énergétique ne répond pas seulement à des considérations économiques, mais aussi à des préoccupations environnementales. Sarah Al-Maghrabi et les détails. La dépendance au pétrole constitue depuis longtemps un défi pour les économies, notamment pour les pays importateurs d'énergie. Lorsque les prix du pétrole augmentent, les coûts de production et de transport s'élèvent, ce qui entraîne une hausse de prix des biens et des services. Cette situation pousse les gouvernements à chercher des solutions durables afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Dans ce contexte, les énergies renouvelables apparaissent comme une alternative stratégique. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, ainsi que l'énergie issue de biomasse représentent aujourd'hui des options importantes pour diversifier le mix énergétique mondial. Grâce aux avancées technologiques et à la baisse progressive des coûts de production, ces sources d'énergie deviennent de plus en plus compétitives par rapport aux énergies traditionnelles. Par ailleurs, la transition vers les énergies alternatives contribue à la lutte contre le changement climatique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue une priorité pour de nombreux pays qui cherchent à respecter leurs engagements environnementaux internationaux. Dans ce cadre, plusieurs États ont lancé des stratégies ambitieuses pour développer les énergies propres. Des investissements massifs sont réalisés dans les infrastructures énergétiques, la recherche scientifique et les projets d'innovation afin de garantir une production d'énergie plus durable et plus stable. L'orientation vers les énergies alternatives représente également une opportunité économique. Elle permet de créer de nouveaux emplois, de développer des industries technologiques et de renforcer l'indépendance énergétique des pays. Ainsi, face à la volatilité des prix du pétrole et aux défis environnementaux, la transition vers les énergies alternatives s'impose progressivement comme une nécessité stratégique pour l'avenir de l'économie mondiale et pour la stabilité énergétique internationale. Le Conseil de coopération de Golfe, le CCG, est une organisation régionale fondée le 25 mai 1981 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il regroupe aux États arabes du Golfe l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et le Sultanat d'Oman. La création de cette organisation visait principalement à renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire entre les pays membres dans un contexte régional marqué par des défis stratégiques et géopolitiques.
Le Conseil de coopération du Golfe a pour objectif de coordonner les politiques des États membres dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la sécurité, la défense, la culture et le développement. L'une de ses principales missions est de promouvoir l'intégration régionale et de renforcer la solidarité entre les pays du Golfe. Sur le plan économique, le CCG a œuvré à la mise en place d'un marché commun et à la facilitation des échanges commerciaux entre les États membres. Les citoyens des pays du Golfe peuvent dans une large mesure circuler, travailler et investir dans les autres pays membres. L'organisation a également encouragé l'harmonisation des politiques économiques et financières afin de renforcer la stabilité économique de la région. Dans le domaine sécuritaire et militaire, le Conseil cherche à renforcer la coopération entre les États membres afin de faire face aux menaces régionales et de préserver la stabilité du Golfe. Des initiatives communes ont été lancées pour coordonner les politiques de défense et de renforcer les capacités de sécurité collective. Le CCG joue également un rôle diplomatique important dans la région. Il contribue à la médiation dans certains conflits et cherche à promouvoir le dialogue et la stabilité au Moyen-Orient. Le CCG constitue aujourd'hui l'une des organisations régionales les plus influentes dans le monde arabe. Grâce à ses mécanismes de coordination et de coopération, il vise à renforcer l'intégration entre les États du Golfe et à soutenir la stabilité politique et économique de la région.